Tu as sûrement déjà entendu une de ses chansons. Hey, oh, let's go. Hey, oh, 24 hours to go. I wanna be sedated. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Laisse-moi te raconter leur histoire. Un soir d'août en 1974 au CBGB, dans un quartier malfamé de Manhattan à New York, un groupe de 4 jeunes hommes un peu décalés se présente sur scène. Ils ont enchaîné des sons qui n'avaient aucun rythme, et niveau paroles, c'était pas terrible puisque ce qu'ils disaient n'avait aucun sens. I don't want to get into the basement. I want to do it. I don't want to get in the basement too. Yeah, I know. That's 2 against 1. I really did. Really? Fuck you all. Come on, take it. Let's go. Quick, lively. Au fur et à mesure de la prestation, ils commençaient à devenir meilleurs. Et malgré la situation chaotique, le propriétaire du bar les a kiffés. Et il leur a demandé de revenir jouer encore une dizaine de fois. Mais ils arrêtaient pas de se chamailler sur scène. Ils ont même fini par adopter tous le même look. Une veste en cuir et un jeans déchiré. Un jour, un directeur de musique nommé Danny Fields se rend au CBGB, après qu'il a entendu parler de ce fameux groupe qui monte sur scène. Et au bout de 5 secondes de show, il a directement voulu les faire signer chez Side Records. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Laissez-moi maintenant vous parler des Ramones. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et n'oublie pas de lâcher un petit j'aime et dis-moi en commentaire si tu avais déjà entendu une musique des Ramones. Avant de te parler de leur succès, laisse-moi faire un bond dans le temps. En 1970, dans le quartier de Forest Hills dans le Queens à New York, un jeune garçon du nom de Douglas Colvin débarque fraîchement de Berlin avec sa mère. Malheureusement, ils ont dû fuir Berlin parce que le père était violent et alcoolique. Malheureusement, avec le temps, sa mère sombre également dans l'alcool et laisse le jeune Douglas se débrouiller seul. Vers l'âge de 15 ans, il commence à prendre de l'héroïne et en vend par la même occasion. Tout ça pour se faire un peu d'argent de poche. Un jour, il se retrouve à court d'argent et à court de drogue. Et il tombe très vite en manque. Du coup, il se met à trembler, à transpirer. Et quand sa mère le surprend, elle pète littéralement un câble. Une grosse dispute éclate entre les deux et sa mère le fout à la porte. Du coup, pour se faire un peu d'argent, il commence à voler à gauche à droite. Mais il va finir plusieurs fois en prison. Après 3 mois de prison, il finit par retourner chez sa mère. Et il devient ami avec un garçon qui vient tout juste d'emménager dans le quartier. Et ce garçon s'appelle John Cummings. John est le fils unique d'un ouvrier, qui lui aussi était violent et alcoolique, tout comme le père de Douglas. Les grands esprits se rencontrent. John était un grand fan des Yankees. Du coup, il était évident pour lui que plus tard, il allait devenir joueur de baseball professionnel. Mais John a été élevé à la dure. Un jour, son père l'a obligé à aller à un match de baseball alors qu'il avait l'orteil cassé. Au fil du temps, John commença à devenir violent et dominant, tout comme son père. Mais cela n'a pas empêché Douglas et John de sympathiser. Et ils partageaient une passion commune qui était le rock'n'roll. Tous les deux aimaient les mêmes groupes, que ce soit les Stooges ou encore les New York Dolls. Mais ils n'avaient pas une très bonne réputation aux yeux du grand public qui les jugeait trop violents. Lorsque John était au lycée, il rejoint un groupe de rock qui s'appelle les Tangerine Puppets. Les Tangerine Puppets étaient un groupe de cover. En gros, ils reprenaient des musiques d'autres groupes de rock. Au total, ils étaient 5. Et parmi les 5 garçons, il y avait un qui s'appelait Tamas Erdely, qu'on appelle aussi Thomas. Thomas est né à Budapest, mais une dizaine d'années plus tard, il vient lui aussi emménager à Forest Hill à New York. Quelques années plus tard, Thomas va devenir ingénieur du son dans un studio de Manhattan. Et il a travaillé avec plusieurs artistes, dont Jimi Hendrix. Mais revenons un peu aux Tangerine Puppets. Au-delà de Thomas, il y avait aussi un garçon qui s'appelait Mickey. Mais on s'en fout un peu de Mickey. Le plus important, c'est Jeffrey, le frère de Mickey. John n'aimait pas Jeffrey à cause de son style hippie. Mais comme les autres, Jeffrey n'a pas eu une enfance facile. Son père était également un homme violent et ses parents divorcent lorsqu'il était adolescent. Donc en gros, pour le moment, tous les garçons que je t'ai présentés, ils ont un point commun. C'est qu'ils avaient tous un père violent. On va continuer à parler un peu de Jeffrey. Dans leur jeunesse, Jeffrey et Mickey partent vivre avec leur mère qui tenait une galerie d'art. Mais le problème, c'est que leur mère était assez instable psychologiquement. À l'école, Jeffrey était un garçon vraiment solitaire et timide. Et à cause de ça, il s'est beaucoup fait harceler. D'ailleurs, on le reconnaissait partout où il allait grâce à ses lunettes noires qu'il portait tout le temps, et même à l'école. Et pendant son adolescence, Jeffrey a commencé à développer certains tocs. Laisse-moi te les citer, ils sont plutôt spéciaux. Il sortait et rentrait à plusieurs reprises dans son lit pour être prêt à dormir. Et il laissait même la nourriture dans la cuisine sans fermer le frigo. Et quand sa mère lui demandait pourquoi il agissait comme ça, Jeffrey pouvait péter les plombs. Il a même déjà menacé sa mère avec un couteau. Et à un certain moment, il commençait même à entendre des voix. Au final, il a fini par se rendre de son propre gré
intégré dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation. Et il est diagnostiqué schizophrène paranoïaque. Du coup, les médecins ont décidé de le garder. Et il va y rester plus ou moins 1 mois. En sortant de l'hôpital psychiatrique, Jeffrey et Douglas commencent à devenir amis. Et ils passent leur journée à boire ensemble avec John. Mais après qu'il soit sorti d'hôpital psychiatrique, il va pas retourner chez sa mère. Elle a décidé de le mettre à la porte. Et c'était pas pour Jeffrey, mais c'était pour son propre bien à elle. Du coup, il dormira à même le sol de la galerie d'art de sa mère avec Douglas, qui lui aussi n'avait nulle part où aller. Mais à ce moment-là, Jeffrey a trouvé sa voie, qui était le rock'n'roll. Maintenant qu'on a Jeffrey, John et Douglas, on se rend compte qu'ils avaient tous un point commun. C'est qu'ils aimaient tous le rock. Et Douglas a l'idée de monter son propre groupe. Du coup, il va demander à Jeffrey et John de le rejoindre. En voulant aller répéter, ils vont aller dans des locaux qui sont tenus par Thomas. Tu te souviens de Thomas, l'ingénieur du son qui était lui-même membre du groupe des Tangerine Puppets? Ben, il va finir par devenir leur manager et le batteur du groupe. Le groupe est enfin formé. Et lors de leur première session, ils ont décidé de s'appeler les Ramones. Pour la petite anecdote, quand Paul McCartney voulait rester anonyme lorsqu'il séjournait dans des hôtels, il utilisait le pseudonyme de Paul Ramone pour rester anonyme. Du coup, ils ont tout simplement pris le Ramone du pseudo, et ils se sont nommés ainsi. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de tous s'habiller pareil. Une veste en cuir, un jeans déchiré, des baskets et la même coupe de cheveux noirs. Jeffrey devient le chanteur principal et se fait nommer Joey Ramone. Douglas sera le bassiste et se fera nommer Didi Ramone. John sera le guitariste et il s'appellera Johnny Ramone. Et enfin, Thomas, qui est le batteur, se fera appeler Tommy Ramone. Après avoir signé chez Side Records, les Ramones enregistrent leur premier album en 1976 avec un petit budget. Leur album était 111e des Billboard, ce qui est déjà pas mal. Et la même année, le groupe faisait une tournée en Angleterre et il commençait à avoir petit à petit du succès. Le problème, c'est que le groupe rencontrait quelques difficultés avec leurs chansons. En effet, c'était Didi qui écrivait les paroles de toutes les musiques. Mais il écrivait des chansons grave mystiques. Il parlait de faire battre des enfants, de de la et d'autres dingueries du genre. Mais le directeur de Side Records n'était pas d'accord avec l'image que le groupe donnait. Logique, tu vas me dire. Mais après tout, c'est un peu un groupe de rock. Et à cause de cette image, la majorité des radios refusaient de jouer leurs chansons. Malgré tout, pendant 2 ans, ils seront en tournée. Ils vont passer de ville en ville et jouer des concerts quasiment tous les jours. Il y a quelques petits problèmes dans le groupe. T'as l'impression que dans le groupe, ça va pas trop. Et à force de se supporter tout le temps, les tensions dans le groupe commencent à augmenter. Un soir, dans un hôtel de Los Angeles, une grosse dispute éclate entre Johnny et Tommy. Et tout ça parce que Johnny voulait devenir le chef du groupe, alors que c'était Tommy qui était leur manager. En 1978, Tommy, qui était également leur batteur, a décidé de quitter le groupe. Et c'est comme ça que Mark Bell sera le nouveau batteur. Et il avait déjà joué auparavant dans un autre groupe qui s'appelait Vodoid. Et en rejoignant le groupe, Mark se fera appeler Marky Ramone. Les relations au sein du groupe étaient encore plus tendues qu'avant, voire carrément dégradantes. Bien que Joey était considéré par la presse et le public comme étant le leader, c'était maintenant Johnny qui dirigeait le groupe d'une main de fer. Et il n'hésitait pas à faire des trucs très bizarres. Il n'hésitait pas à donner des amendes lorsque quelqu'un était en retard, ou à carrément les frapper lorsqu'il jouait mal. Et c'était surtout Didi qui était son souffre-douleur. Toujours en 1978, les Ramones ont été invités à jouer dans le Rock'n'Roll High School, qui était une comédie musicale sur la rébellion du rock'n'roll. La chanson titre était un succès pour leurs fans, mais pas assez pour leur maison de disques Side Records. Le label a donc décidé de mettre le producteur Phil Spector sur leur prochain album qui s'appelait End of Century. Phil Spector était un personnage assez excentrique, voire effrayant. Le producteur était un homme violent et paranoïaque. Franchement, depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a que des fous dans cette histoire. Il est même déjà arrivé au producteur de pointer une arme sur Didi juste à cause d'un bête désaccord. Et comme tu peux remarquer, Didi c'était vraiment la victime de tout le monde. Mais un jour, Phil pousse Johnny trop loin. Il exige que le guitariste joue le même accord encore et encore pendant 10 heures d'affilée. Et Phil arrêtait pas de balancer des tas d'insultes. Vive l'ambiance. Et au final, ce qui devait arriver arriva. Johnny a fini par en avoir marre. Et il a dit qu'il voulait s'en aller. Et devine ce que Phil Spector a fait? Il a menacé de lui tirer dessus. C'était un homme charmant. Le groupe a quand même fini l'album avec beaucoup de frustration et surtout beaucoup de menaces. Et Phil se vantait en disant que ça sera le plus grand album. Et il avait raison. Leur album est classé 44 des Billboard sur 200. Mais Johnny a regretté cette collaboration qui a beaucoup affecté l'image du groupe qu'il voulait donner. Au final, il rencontre un succès auprès du grand public, et notamment en Europe. Mais ils commencent à perdre tout doucement leur fanbase. Tu te souviens de Phil? Il était pas très stable mentalement. Bah sache que plus tard, il sera reconnu coupable de meurtre sur l'actrice Lana Clarkson. Et il sera condamné à 19 ans de prison pour lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises. Il a fini par mettre ses menaces à exécution.
Ce mec était complètement taré. Pendant l'enregistrement de l'album End of Century à Los Angeles, Joey était accompagné de sa petite amie, Linda Daniel. Et Joey était fou amoureux d'elle. Il avait jamais aimé une femme comme il aimait Linda. Et elle l'accompagnait partout, également en tournée. Et Johnny avait lui aussi une petite amie à cette époque-là. Mais les autres membres du groupe ont remarqué que Johnny et Linda commençaient à flirter. Malgré que les autres membres ont voulu prévenir Joey, il ne voulait absolument pas les croire. Et au final, en 1982, Linda quitte Joey. Et sans rien lui dire, elle emménage avec Johnny. Et Johnny avait peur d'une chose, c'est que si Joey apprenait tout ça, il risquait peut-être de quitter le groupe. Quelques années plus tard, Johnny et Linda se marient. C'est vraiment une dinguerie, hein. Il n'y a vraiment rien qui va. Joey est dévasté et ne s'en remettra jamais. Il va se mettre à beaucoup boire et à prendre de la À ce moment-là, il aurait pu quitter les Ramones, mais il voulait pas abandonner sa famille. Des gros guillemets, parce que c'est une famille un peu mystique quand même, hein. Ils vont continuer à se produire sur scène et à enchaîner des albums, notamment Too Tough to Die en 1985 qui sera un immense succès et qui sera produit par leur ancien batteur et manager Tommy Ramone, qui est de retour dans le game. Comme je l'avais dit auparavant, Didi écrit toutes les chansons depuis le début de leur carrière, mais il commence petit à petit à se lasser. Et ses problèmes personnels n'arrangent pas les choses. Depuis tout petit, il prenait dur et pour soigner sa schizophrénie, il prenait des cocktails de médicaments contre le trouble de l'humeur. Mais un jour, il va complètement craquer. Il va se ramener avec des cheveux en pique et des chaînes en or. Et dorénavant, il voulait se lancer dans le rap. Et c'est pas du tout une blague. En 1989, il sort son EP qui s'appelle Standing in the Spotlight et il va se faire renommer Diddy King. Mais il fait un gros flop. Un critique l'a même qualifié de pire enregistrement de tous les temps. La même année, Diddy quitte les Ramones. Et tout ça du jour au lendemain en prenant tout le monde au dépourvu. Et Johnny trouve quelqu'un pour remplacer Diddy. Et ce sera Christopher Joseph Ward qui va le remplacer. Et il se fera désormais appeler C.J. Ramone. Mais dans son coin, Diddy continuait quand même à écrire quelques sons pour eux. Comme tu as pu le constater depuis le début, il y a eu que des problèmes. Et même vers la fin de leur carrière, rien va s'arranger. L'animosité entre Johnny et Joey n'a jamais cessé. Et les tocs de Joey commençaient à devenir de plus en plus difficiles à gérer. Un jour après le retour d'Angleterre, Joey a insisté pour retourner à l'aéroport. Tout ça pour refaire un aller-retour à cause de ses tocs. Mais pour Johnny, c'était un malade mental. Et il avait aucune compassion pour lui. En fin de compte, le 6 août 1996, Johnny décide de faire une dernière prestation des Ramones. Tout ça à Hollywood Palace. Et ils avaient jamais aussi bien joué que ce jour-là. Et à la fin du show, ils sont tous retournés dans leur loge, ranger leurs affaires, et chacun est parti de son côté. C'est vraiment une fin... Waouh. C'est vraiment trop triste comme fin. Et là, tu dois te demander qu'est-ce qu'ils sont devenus. Avant leur dernière date, ils avaient un concert en Argentine. Et ils allaient être très bien rémunérés. En réalité, Joey avait appris qu'il avait un lymphome dans la moelle osseuse. Et ça rendait ses performances beaucoup plus difficiles. Et il voulait pas en parler au groupe et surtout pas à Johnny. Son cancer va se propager et il meurt à l'âge de 49 ans. En 2002, les Ramones reçoivent une récompense au Rock'n'Roll Hall of Fame. Johnny, Tommy, Marky et Diddy montent sur scène. Même si Diddy n'était plus membre du groupe, il était quand même présent ce soir-là. Johnny a pris le micro en premier et il a remercié tout le monde, sans même parler des autres membres du groupe. I'd like to thank Seymour Stein for everything he's done for the Ramones for our whole career. Danny Fields, our first manager. Gary Kurfirst, who's managed us for the last 22 years. Eddie Vedder for this great intro. All my friends that are here tonight, my wife Linda, and Ramones fans who made this all worthwhile. God bless President Bush and God bless America. Quelques semaines plus tard, Diddy sera retrouvé mort dans son appartement à cause d'une overdose. Johnny avait eu un cancer de la prostate et en 2004, le cancer commençait à se propager. Et les médecins ont annoncé à sa femme Linda qu'il allait bientôt mourir. Le 15 septembre 2004, Johnny Ramone décède dans son domicile de Los Angeles à l'âge de 55 ans. Et en février 2005, une statue à son effigie est dévoilée au Hollywood Forever Cemetery à Los Angeles. Et Johnny Ramone l'avait payé lui-même. Quant à Tommy, qui était pour le moment le seul survivant du groupe, il décède plusieurs années plus tard, le 11 juillet 2014. Après avoir passé ses dernières années à jouer dans un groupe qui s'appelait Uncle Monk. Tout ça avec sa petite amie Claudia Tiernan. Il décède d'un cancer à l'âge de 65 ans. Après plus de 2263 concerts étalés sur 22 ans, les 4 membres fondateurs sont finalement tous décédés les uns après les autres. Malgré une vie déchaînée, ils ont marqué à leur manière l'histoire du punk rock. C'est tout pour moi et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.